Que les bénédictions soient au nom des manes ancestrales fertiles et viriles, au nom de toutes les choses ont toujours été, que les bénédictions soient. Je suis Elmancio Godson. Je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas non plus un neurologue. Je suis un métaphysicien. J'étudie, j'enseigne, je partage la spiritualité africaine ancestrale. Je la partage sous forme de principes premiers auxquels les gens doivent accorder plus d'attention que des pratiques, car les pratiques changent au cours des ères astrologiques, mais les principes premiers demeurent éternels. Pourquoi est-ce que je vous dis cela tout de suite, là, maintenant? C'est parce que je vais aborder de façon générale, sans spécifier des terminologies données, je vais aborder les troubles mentaux. Je vais aborder les maladies mentales. Je vais aborder de façon générale ce que vous appelez la dépression mentale, la schizophrénie, les troubles de personnalité, les troubles de bipolarité. Je mets tout cela dans une seule et unique bassine. Je vais appeler cela tout simplement les troubles mentaux. Aussi simple que ça, pour qu'on ne rentre pas euh, dans des définitions, dans des incompréhensions. Je vais parler donc des maladies mentales. C'est de ça que je vais parler. Ce qui me pousse à en parler, c'est que j'ai rencontré récemment en visioconférence un jeune qui dit qu'on lui aurait diagnostiqué donc la schizophrénie. Et c'est vrai que nous savons que ces personnes sont souvent dans le déni et naturellement, il estime que lui, il n'est peut-être pas schizophrène. Et donc, ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse et ce n'est d'ailleurs pas mon problème. Comme je le disais tantôt, je ne suis pas un médecin en la matière, mais ce qui m'a frappé, c'est lorsqu'il a fait une demande quand même savante. De quelle demande il s'agit? Il a demandé à savoir quel est le principe premier de la schizophrénie ou de troubles mentaux ou etc. Donc, il est intéressé par cela. Vous savez très bien avec moi qu'une personne souffrant de troubles mentaux, par exemple, ne manquerait pas forcément de logique. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Mais comme je le disais tantôt, ce qui m'intéresse, c'est justement sa demande. Et comme c'est notre domaine de compétence de connaître les principes premiers des choses, comment les choses originent, il est important pour nous d'apporter justement notre compréhension, non seulement à ce jeune homme, mais à toutes les autres personnes qui souffrent également de dépression, à toutes les autres personnes qui souffrent également de stress ou de peut-être de troubles de personnalité ou de problèmes de personnalité multiples. Il faut d'abord faire une parenthèse. Ici, il ne s'agit pas de possession. Les cas de possession sont complètement différents des problèmes de troubles mentaux. Il faut donc qu'on puisse faire la différence. Toujours est-il qu'on peut avoir du point de vue effet ou conséquences ou comportement des éléments similaires. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas la possession. Il s'agit naturellement de parler de troubles mentaux. Je vais faire, disons, ce sujet en 3 épisodes afin de ne pas hacher les choses, d'aller posément et que chacun comprenne comment est-ce que nous sommes passés de l'erreur définition d'un certain nombre de concepts à des diagnostics
qui sont naturellement faux et qui, justement, nous poussent aujourd'hui à des tentatives de soins, de guérison peut-être, lesquelles sont justement incapables d'apporter des solutions, puisque le diagnostic réel n'est pas bien fait, la source n'est pas identifiée, et les seules choses que nous savons peut-être que les médecins en la matière font aujourd'hui en grande quantité, c'est tout simplement soit isoler la personne, soit donner des drogues, c'est-à-dire des médicaments à la personne pour justement essayer de calmer ses états, ses comportements dépressifs, etc. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent sous médicaments. Et je vous avoue, en fait, que cela rend la situation encore plus dangereuse, plus explosive, et il serait vraiment temps d'aller dans une nouvelle compréhension, dans une perspective nouvelle de ce que nous appelons le trouble, les troubles mentaux ou le trouble mental pour que chacun puisse justement savoir quoi faire. Déjà à la base, sur le plan métaphysique, il faut qu'on clarifie un certain nombre de concepts. Parce que si on ne clarifie pas les choses, les gens vont faire toujours la confusion. Et la confusion basique que les gens font souvent, c'est celle concernant le mental et l'esprit. Souvent, dans les échanges que ces médecins ou d'autres personnes ont, c'est de vraiment confondre le mental à l'esprit, l'esprit au mental. Tant qu'on ne fait pas une différence nette et réelle entre les fonctions spirituelles ou la fonction fondamentale spirituelle et la fonction fondamentale mentale, il sera très difficile de comprendre les troubles mentaux, de comprendre les dérivés de ces troubles-là et de solutionner le problème. Parce que tout commence à partir de là. Vous savez que l'être humain a tendance à porter un jugement sur les choses à partir de ce qu'il comprend. Cela se fait instinctivement. Et donc, quand vous lui dites le mental, l'esprit est dérangé, lui, il comprend que c'est comme ça se passe. Mais laissez-moi vous poser une question. Si le principe même de guérison fait partie de la nature de l'être humain, si et le mental et l'esprit sont perturbés, comment l'individu peut-il retrouver la guérison? Je reprends ma question, peut-être que ça vous permettra de mieux comprendre ce que je veux dire. Parce que je suis souvent très subtil et les gens n'ont pas la capacité à capter ce que je dis. L'organisme a une capacité, selon les individus, de s'auto-guérir. Ça fait partie de son biologique naturel. Ça veut dire que les fonctions d'auto-guérison existent déjà à l'intérieur de nous. Alors, si au niveau d'un individu qui souffre de problèmes mentaux, son mental et son esprit, les deux sont embarqués dans des troubles selon la compréhension et les définitions que vous donnez, puisqu'on définit le mental par l'esprit et l'esprit par le mental, c'est véritablement un cafouillage énorme. Si vous faites comme ça, alors comment est-ce que l'individu peut-il vraiment guérir? Parce qu'il faut quand même en l'individu quelque chose d'innocent, quelque chose de transcendant, quelque chose d'inattaquable, qui soit en mesure de provoquer la guérison là où les autres choses sont malades. Et quand on dit d'une chose qu'elle est malade, c'est qu'au fond, la chose est en très bonne santé, mais eh bien, il y a perturbation dans ses fonctions. Alors, si et l'esprit et le mental sont complètement en trouble, alors quel est l'élément, d'accord, qui est l'élément souche qui doit être imperturbable, mais dont les fonctions ou les éléments d'ajustement ou d'interaction sont perturbés et qui devient naturellement le problème mental. Donc, c'est là que nous avons vraiment une incompréhension à propos de mental et de l'esprit. Mais comme nous sommes en métaphysique et j'ai dit qu'on va faire de courtes vidéos pour mieux comprendre comment ça marche, je vais vous expliquer
la configuration métaphysique de l'être humain à ce niveau précis. Comme ça, chacun saura comment recomprendre sa propre nature, recomprendre les personnes qui souffrent de telles affections et comment justement les traiter. Il y a une différence totale entre l'esprit et le mental. D'accord? L'esprit, c'est, on n'arrive pas en tradition ancestrale africaine à définir l'esprit. On représente l'esprit. La représentation de l'esprit se fait souvent sous la forme d'un point. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire un champ de non-mesurabilité. On dit c'est un point, quelque chose dont on ne peut voir ni le commencement ni la fin. La réalité, Mao, quelque chose d'insaisissable, d'intenable, quelque chose d'immanent, de transcendant. C'est pourquoi dans les 7 principes hermétiques, le premier principe dira le tout est esprit. Vous voyez, le tout est esprit. Ceci est important parce que cela nous indique l'essence même du tout. Le tout est esprit. Ça veut dire que l'esprit est le champ de non-mesurabilité, quelque chose qui n'a pas de mesure, qui n'a pas de longueur, de hauteur, de largeur, quelque chose qui est la source de sa propre source, l'identité fondamentale intrinsèque, je vais dire plutôt le vrai vous. Je l'appelle la présence présente de toute présence, car il n'y a rien qui soit au-delà de l'esprit et l'esprit est la totalité de toutes choses. Et vous allez me poser la question de savoir, mais et si on parle de votre esprit, de mon esprit, de son esprit, c'est là que le mental va intervenir parce que les expressions ton esprit, mon esprit indiquent vraiment l'activité de l'esprit en tant que le tout est esprit, son activité à travers un élément bien précis. Toutefois, le fait que l'esprit s'exprime à travers une personne n'empêche pas que l'esprit s'exprime à travers une infinité de personnes, de fonctions, d'éléments. Et donc, ce qui constitue aujourd'hui le mode d'expression de l'esprit ne doit pas être limitatif de la nature de l'esprit. Ce n'est qu'un mode d'expression que l'esprit peut transcender facilement. C'est pour cette raison que les sages initiés ont dit le tout est esprit, l'univers est mental. Alors, si le tout est esprit, si l'esprit est la source de toute chose, la présence présente de toute présence, et que l'esprit est la totalité, et qu'en dehors de l'esprit, il n'y a rien d'autre que l'esprit, alors le mental, c'est quoi? Il faut être précis dans la connaissance. Le mental, dans sa racine mens et en Égypte antique, le mental est indissociable de la divinité Mine, de ce principe Mine. Et Mine, c'est tout simplement ce qui est lié à ce qu'on appelle le limon du Nil, le limon noir du Nil. Or, la divinité Mine est en relation avec le principe de fertilité. Ça veut dire qu'en réalité, l'esprit a besoin d'être fertile, c'est-à-dire l'esprit a besoin d'utiliser, disons, une instance qui puisse l'exécuter, qui puisse gouverner l'esprit, qui puisse rendre l'esprit fertile. Car le tout esprit, en dehors de tout esprit, en quoi est-ce que cet esprit peut être fertile? À moins qu'il ait une fonction qui ne soit pas en dehors de l'esprit, mais qui soit à l'intérieur de l'esprit, créé par l'esprit, d'accord, pour permettre que l'esprit soit exécutable, soit, je vais dire un peu, compréhensible, même si ce n'est pas la seule fonction de compréhension de l'esprit. Donc, il va sans dire que le mental, c'est tout simplement une fonction au sein de l'esprit dont la nature consiste à
exécuter ou à gouverner, disons, les sous-fonctions intellectuelles de réflexion, de pensée, d'analyse, parce que le tout esprit n'a pas besoin d'analyse. Est-ce que vous voyez? Mais pour arriver dans un monde de mesurabilité, il faille nécessairement que une fonction qu'on appelle la fonction mentale soit disponible pour rendre mesurable ce qui est non mesurable. Donc, le mental, c'est cette fonction de mesurabilité, de la non-mesurabilité, mais ne constituant que les fonctions intellectuelles d'analyse, de réflexion, de pensée, c'est-à-dire un ensemble de dispositions mises en place pour permettre un écoulement de l'esprit. Et donc, ce mental est très important. Seulement, il n'y a pas que le mental, c'est-à-dire cette disposition de fertilité de l'esprit. Il n'y a pas que le mental, car l'esprit n'utilise pas uniquement le mental. Je voudrais également dire que le mental est différent du cerveau. Par contre, le cerveau est un élément biologique qui vient cadrer le mental. Ce qui veut dire que s'il y a un problème au niveau biologique cérébral, c'est normal que les fonctions mentales ne puissent pas avoir de répondant au niveau physique biologique pour s'exprimer. J'expliquerai tout cela parce que tout ça entre dans un agencement parfait. Et donc, le mental est une instance que l'esprit a créée pour permettre à l'esprit d'avoir de l'analyse, d'avoir de la réflexion, d'avoir de l'intellectualité, d'avoir de la mesurabilité. Par exemple, je dis 1 plus 1 égale à 2. Je peux dire, j'ai mesuré ce champ. Ce champ que je mesure, je le fais avec mes fonctions mentales. Parce que le mental, sa fonction, c'est de rendre mesurable ce qui n'est pas mesurable. Et ça dit tout. C'est pourquoi, au commencement, la création a commencé par les nombres. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Mais comme je le disais tantôt, l'esprit, le tout est esprit, n'ayant pas uniquement besoin des fonctions mentales pour s'exprimer, l'esprit utilise également d'autres fonctions. Il y en a, il y en a trois énormément, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce sont les trois majeurs dont je vais vous parler. L'esprit utilise également le cœur. Donc, en dehors du mental, l'esprit utilise également le cœur. Ça veut dire que l'esprit peut, je vais le dire de façon barbare, peut se passer du mental pour s'exprimer à travers le cœur. Et l'esprit le fait souvent. Mais la fonction de l'esprit qui est au niveau du cœur, retenez qu'au niveau du mental, ce sont les fonctions intellectuelles d'analyse, de réflexion, de la pensée, du dialogue et tout ça. Mais au niveau du cœur, ce sont simplement des fonctions purement intuitives. Et cela a trait à une dimension de l'esprit qu'on appelle l'intelligence. Ce qui veut dire en clair que le cœur est le siège de l'intelligence. Ce qui veut dire également que je peux comprendre une chose en y réfléchissant, en y pensant. Dans ce cas, j'utilise mes fonctions mentales et certainement cérébrales, mais je peux aussi comprendre une chose sans y avoir pensé. Et dans ce cas, j'utilise mes fonctions cardiaques et en ce moment-là, je n'ai pas besoin de mes fonctions cérébrales pour comprendre une chose. On dit en ce moment que j'utilise l'intelligence ou généralement l'intuition. Retenez que tous ces éléments que je viens de nommer font partie de la conscience. La conscience étant l'expression même de la présence de l'esprit. Donc voilà la deuxième instance, le cœur. Le cœur
a son cerveau, mais qui n'est pas le cerveau que vous avez. Le cœur a son mental, mais qui n'est pas le mental que vous avez. Tout comme le mental a un cœur, qui n'est pas le cœur que vous avez. D'ailleurs, par exemple, l'un des éléments du cœur au niveau des fonctions cérébrales et psychiques, c'est notamment la glande pinéale. La glande pinéale n'appartient pas vraiment au mental. C'est un développement au sein du mental, mais la glande pinéale est dans ses fonctions primaires associée directement au cœur. Également, au niveau du cœur, il y a un élément très important qui intervient. C'est ce qu'on appelle le thymus, généralement nommé le fondamental du système immunitaire. La plupart du temps, les gens ne comprennent pas que le système immunitaire a une dimension paradoxale, une dimension purement métaphysique. Parce que de façon basique, que fait le système immunitaire? Le système immunitaire crée une interaction intelligente entre le moi et le non-moi, tout en permettant au non-moi d'être le non-moi et au moi d'être le moi, sans perdre la relation qu'il doit y avoir entre le moi et le non-moi. Ceux qui sont dans ce domaine comprennent ce que je veux dire. Ça veut dire qu'avec mon système immunitaire, j'ai une personnalité. Mais vu que ma personnalité est issue de ce que je vais appeler un agrégat de personnalités, par exemple de mes parents, de mes grands-parents, de l'environnement, de la société et tout ça, comment est-ce que mon système immunitaire, dans ses multiples fonctions, comme par exemple la fonction adaptative, comment est-ce que mon système immunitaire peut gérer toutes ces altérations? Ce qui fait que des fois, un individu peut devenir fragile rien que à cause d'un ancêtre parce que le système immunitaire n'a pas su créer une relation harmonieuse entre le moi de l'individu et son non-moi, qui est un ancêtre et qui malheureusement perturbe actuellement son système immunitaire par l'incapacité que ce système immunitaire a à gérer l'interaction harmonieuse. Cela peut intervenir sur plusieurs plans, comme par exemple sur le plan des médicaments, sur le plan disons, de la médecine qui est aujourd'hui, disons, en plein déclin, parce que quand on vous fait des vaccins, on vous fait des piqûres, on vous met des choses dans le corps, vous ne vous demandez pas comment est-ce que votre système immunitaire gère ça. Parce que votre système immunitaire veut réfléchir entre ce qui n'est pas vous, un vaccin, et vous. Comment est-ce que le système immunitaire va gérer ça? Et donc, si le système immunitaire ne trouve pas une relation harmonieuse entre le vaccin, qui est un corps étranger, et vous, ce qui est intrinsèque à vous, eh bien, cela peut créer des problèmes beaucoup plus tard. Et généralement, ça crée toujours des problèmes plus tard. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parti du système immunitaire de l'individu pour concevoir, disons, l'équilibre de l'individu. Et donc, malheureusement, voilà ce que fait aujourd'hui la médecine. On part, disons, de l'environnement pour gérer l'équilibre de l'individu, alors qu'on devait partir de son système immunitaire. Puisque son système immunitaire est le système fondamental qui lui permet, sur tous les niveaux, hein, de gérer son moi avec son non-moi, de gérer tout ce qui est étranger et tout ce qui lui appartient comme élément intrinsèque. C'est pourquoi le cœur en est l'élément fondamental. Si vous arrivez à agir sur votre chakra du cœur, vous pouvez renforcer votre système immunitaire et par conséquent apporter un équilibre vraiment dynamique à votre corps, à votre énergie vitale et à votre esprit et votre mental. Vu que j'ai dit que nous ferons 3 épisodes, certainement nous en parlerons. Je vais maintenant aller vers la troisième instance. Rappelez-vous que j'ai dit que l'esprit s'exprime dans plusieurs instances, mais notamment 3 instances fondamentales, le mental, ensuite le cœur et enfin les organes sexuels.
Donc, si les fonctions mentales sont les fonctions d'analyse, de réflexion, de pensée et tout ça, et que au niveau du cœur, c'est l'intelligence même qui est là, l'intuition cosmique qui est là, alors la troisième instance, c'est au niveau des glandes sexuelles. Et voyez également que ces trois instances sont duelles, généralement deux cerveaux, deux cœurs et deux glandes sexuelles. Tous ces éléments représentent Atum. Pourquoi Atum est tout simplement l'individu à double énergie ou double polarité ou androgyne. Je ne vais pas rentrer dans ces configurations, restons juste standards. Alors, si au niveau donc des fonctions mentales, c'est l'analyse, la réflexion, la pensée, l'intellectualité, l'intellectisme et la mesurabilité, et au niveau du cœur, c'est l'intuition cosmique, l'intuition tout simplement et l'intelligence, et que on peut comprendre une chose sans y avoir réfléchi, tout comme on peut comprendre une chose après y avoir réfléchi. Dans ce cas, ça dépend des différentes fonctions que vous utilisez, hein. On peut comprendre une chose instantanément par le cœur, tout comme on peut comprendre une chose après y avoir pensé. Vous voyez, nous avons tout ça en nous. Mais la troisième partie, elle est encore plus importante parce qu'elle va calibrer les deux autres grandes parties. Il s'agit des glandes sexuelles qui constituent justement le fondement de l'activité même de l'individu. Donc, au niveau des glandes sexuelles, c'est l'activité même de l'individu qui est mise en jeu, son activité. C'est-à-dire, vous pouvez dire comportement, agissement, mais je préfère dire activité. Vous savez, lorsque les fonctions mentales sont équilibrées et que les fonctions cardiaques sont équilibrées, ça veut dire que lorsque le psychisme de l'individu et son âme sont en harmonie, eh bien, son comportement, son activité, vous voyez, je veux dire son activité, c'est beaucoup de choses, hein, l'activité, son activité est en harmonie également. Or, toute l'activité dans le monde physique à tous les niveaux est gérée par une seule et unique énergie, l'énergie des glandes sexuelles. Ce sont les énergies qui gèrent l'activité. Ce qui veut dire que, et je vais le préciser, en commençant encore au commencement, l'esprit peut s'exprimer directement par les fonctions mentales, l'esprit peut s'exprimer directement par les fonctions cardiaques et donc l'intelligence cosmique et l'intuition cosmique ou l'intuition tout court ou l'intelligence. L'esprit peut s'exprimer également directement via les glandes sexuelles. Et c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on peut justement partir de ces trois instances et retrouver un équilibre spirituel, dont je peux partir d'une formation ou d'une méditation, je vais le dire comme ça, sur mes fonctions sexuelles et retrouver ma connexion avec l'esprit. Je peux partir des fonctions cardiaques et retrouver ma connexion avec l'esprit, comme je peux partir des fonctions intellectuelles et retrouver ma connexion avec l'esprit. Cela avait donné naissance à trois formes de yoga dans le passé. Il y a donc le Bhakti Yoga, qui est le yoga de l'amour. Il y a le Gnana Yoga ou le Jnana Yoga, qui est donc le yoga de la connaissance. Et il y a le Karma Yoga, qui est le yoga de l'action. Donc, ces trois yogas avaient déjà été mis en place dans le passé pour représenter les instances primordiales par lesquelles l'esprit s'exprime. Donc, ceux qui veulent s'exprimer par l'activité pouvaient étudier facilement le karma yoga. Ceux qui sont beaucoup plus portés vers la dévotion et le cœur vont étudier le bhakti yoga. Et ceux qui sont portés vers l'étude, l'intellectualité, la compréhension intellectuelle, l'analyse des choses seront intéressés par le Gnana Yoga ou le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Vous comprenez encore le son Gnan, comme Gnos qui intervient et qui indique connaissance. Et pourtant, on va directement dans la langue sanskrite là, puisque les sons ont des racines précises. Vous voyez donc de façon générale, voilà de quoi l'instance humaine est constituée.
Maintenant, en dehors de ces trois instances, l'esprit n'est pas limité à ces trois instances. L'esprit peut encore, en dehors de ces trois instances, s'exprimer d'une autre manière. Ce qui veut dire que les fonctions primordiales de l'esprit ne sont pas limitées au mental. Et donc, c'est une erreur grave de confondre le mental à l'esprit ou de confondre l'esprit au mental et de dire qu'une personne qui souffre de troubles mentaux, et c'est donc une personne qui souffre des troubles de l'esprit. Non. L'esprit n'a pas de trouble. C'est de ça que je voudrais vous parler. L'esprit n'a pas de trouble. L'esprit, c'est la présence présente de toute présence. L'esprit, c'est l'essence du tout. Je dirais même le tout simplement. Il n'y a pas de déséquilibre dans le tout. Le tout est le tout. En dehors du tout, c'est le tout. Le tout est son propre équilibre. Le tout est source de sa propre source. Le tout est source de son ordre, de son équilibre, de son harmonie et de son amour. Donc, l'esprit, aucun esprit de qui que ce soit, l'esprit de qui que ce soit n'a absolument aucun problème. Il faut bien le comprendre. L'esprit n'a aucun problème. Par contre, le mental peut avoir des problèmes. Parce que, et je vais expliquer cette partie pour finir, parce que il y a une conjugaison, je vais le dire comme ça, faute d'un autre mot, qui doit s'opérer entre l'esprit et le mental. Ça veut dire que pendant la naissance de l'enfant, vu que l'esprit, le tout, je vais plutôt l'appeler comme ça, va maintenant trouver un positionnement au niveau d'abord mental, je vais laisser cardiaque et puis sexuel, comme le tout va, l'esprit va chercher à s'adapter, vous voyez, puisque l'esprit de l'enfant, on va parler de façon de naissance, comme l'esprit de l'enfant veut prendre un corps, l'esprit étant le tout, l'esprit a besoin de passer par les fonctions mentales de l'enfant. Or, les fonctions mentales de l'enfant, pas le cerveau, hein, le cerveau, ce ne sera que le retour final. Les fonctions mentales de l'enfant sont des fonctions associées à son identitaire. D'accord? Ce sont des fonctions associées à son identitaire, c'est-à-dire à sa spiritualité, puisque c'est là qu'on trouve la relation entre l'esprit et le mental. C'est là où se trouve l'identitaire ou l'identité profonde de l'individu, sa vérité intrinsèque. Donc, on ne peut pas dissocier la relation entre l'esprit et le mental de l'identité de l'individu. C'est là qu'on trouve la réalité culto-culturelle. Le cultuel étant lié à l'esprit et le culturel étant lié au mental de l'individu. Vous me suivez? Or, toutes les civilisations se transmettent leur mental de génération en génération. Par exemple, lorsque je mets un enfant au monde, je lui transmets mon mental. Le même mental que mon père, le père de mon père, de mes générations passées m'ont transmis. Donc, on se transmet le mental de génération en génération. C'est un fait. De la même façon, chaque peuple se transmet son mental de génération en génération dans une nature beaucoup plus grande. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les peuples sont différents. Il y a une différence entre les peuples de Kama, le peuple de Sem et le peuple de Japhet. On n'a pas les mêmes mentales. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on n'a pas les mêmes réalités culturelles. Non, ce n'est pas possible. On n'a pas le même fondement identitaire. Donc, on ne peut pas recevoir la même éducation fondamentale. Parce que les peuples se transmettent leur mental de génération en génération. Le mental étant une énergie indispensable à l'esprit. Or, la spiritualité d'un peuple a besoin du mental de ce peuple pour s'exprimer. Donc, autant les peuples se transmettent leur mental de génération en génération, autant, naturellement, les familles se transmettent leur mental de génération en génération. C'est pourquoi je dis, lorsque vous avez un blanc et un noir qui veulent se mettre ensemble, il leur faut forcément un rituel.
Parce que leurs deux mentales sont conflictuels. De fait, leurs deux mentales sont conflictuels. Or, l'esprit de l'enfant a besoin d'un mental qui est bien équilibré. Voilà que l'enfant va devoir être dépositaire de deux mentales. Le mental de son père africain noir et de sa mère asiatique, ou ce que vous voulez, et l'enfant doit porter l'union de ces deux mentales qui n'ont pas été ritualisées. Donc, il y a un souci qui va se produire. Si le souci est minime aujourd'hui, vu que cet enfant aussi doit transmettre son mental à ses enfants, aux enfants de ses enfants, etc., il se pose un vrai problème. Le problème est qu'il y aura une dégradation mentale qui va aller crescendo et qui va générer progressivement des déséquilibres mentaux et donc des maladies mentales, des troubles mentaux. Pourquoi? Parce que ton esprit a besoin d'avoir un ajustement parfait avec ton mental. Or, ton mental, d'où est-ce qu'il vient? Il est peut-être un mental de plusieurs sans mêlés et ton esprit ne se retrouve plus dans ce type de mental. Est-ce que vous voyez? Les gens me diront, mais puisque l'esprit est le tout en essence, pourquoi l'esprit ne s'ajuste pas à n'importe quel mental? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites partie d'un peuple et que ce peuple a des rites et des coutumes et qu'un enfant veut s'incarner, vous voyez, l'enfant s'incarne toujours à partir des codes de reconnaissance culturelle et culturelle. Toujours. Sinon, il n'y a pas d'incarnation. Pourquoi l'enfant s'incarnerait-il dans une famille telle au lieu d'une autre famille telle? On aurait pu dire également que l'enfant pouvait s'incarner à travers un animal ou à travers même une plante. Pourquoi l'enfant s'incarne-t-il forcément à travers, disons, le peuple de Kama ou le peuple de Japhet ou le peuple de Sem? Pourquoi l'enfant s'incarne à travers une culture précise? C'est parce que, eh bien, l'âme, vous voyez, c'est de l'âme qu'il s'agit. L'âme de l'enfant qui porte l'information spirituelle. Or, cette âme est passée de génération en génération. L'âme de l'enfant qui veut s'incarner a besoin d'un ajustement culturel et donc a besoin d'un mental qui soit adapté à son expérience passée qui revient encore dans cette vie. Je vais le dire dans un exemple très basique. C'est comme lorsque vous quittez un pays, vous quittez par exemple l'Afrique et vous allez par exemple en France. Et arrivé en France, vous vous perdez un peu parce que vous ne voyez que des blancs. D'accord? Vous voyez la peau dite blanche, pas blanche, hein, dite blanche. Vous voyez cette couleur-là partout où vous allez, étalée sur des kilomètres et des kilomètres. Et la première chose que vous recherchez, vous, un Africain noir, c'est quand même où sont les Noirs? Je veux quand même en rencontrer. Et finalement, quelqu'un vous dit, il y a un endroit, il y a un quartier, où il y a une zone, il y a des endroits où on retrouve plus de Noirs. Tu es automatiquement intéressé, n'est-ce pas? Parce que tu es noir, tu es africain. Donc, tu te sentirais plus à l'aise en allant dans une zone où tu retrouves des Africains. C'est un exemple, hein, terre à terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une âme qui veut s'incarner, quand cette âme veut arriver, si c'est une âme, il n'y a pas d'âme de connotation, hein, mais je vais dire plutôt une âme africaine, on va le dire comme ça, c'est-à-dire une âme qui est partie d'une, disons, de parents africains anciens et qui veut revenir, vous constatez avec moi que quand cette âme veut s'incarner, et va constater que sa maman qui veut la mettre au monde, qui est une africaine, est unie avec un père qui est un blanc, alors que cette âme a besoin de s'incarner via cette femme, d'accord, il est tout à fait normal qu'il y a déjà un problème. Parce que, naturellement, cette âme va se dire, OK, je passe par ma mère, mais cette âme possède également le mental de son père.
Maintenant, est-ce que les deux mentales ou les deux mentaux ont été harmonisés pour que l'enfant soit équilibré? C'est ce qu'on appelle les rites identitaires, qui permettent de ritualiser la relation entre le mental et l'esprit pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement mental de l'individu. Car il n'y a jamais de dysfonctionnement dans l'esprit, il y a des dysfonctionnements dans le mental, il y a des dysfonctionnements dans les fonctions mentales, il y a des dysfonctionnements dans l'ajustement que le mental peut être amené à avoir avec l'esprit. C'est en cela qu'on parle des troubles mentaux. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est lorsque l'enfant est né ou la personne vit dans le corps physique. Dans ce cas, la personne a un cerveau, comme vous et moi, et que la personne fait un accident et que sa tête cogne le sol ou quelque chose, les nerfs peuvent être endommagés. Ça veut dire que le cerveau, qui est normalement appelé à véhiculer les fonctions mentales, qui sont la logique, le raisonnement et tout ça, eh bien, il y a des tissus biologiques qui sont endommagés et qui n'arrivent plus à transmettre l'information du mental vers le cerveau. C'est deux choses différentes. Il y a les informations de l'esprit vers le mental et les informations du mental vers le cerveau. Voilà, c'est ça le problème. Il y a des gens dont le mental n'a aucun problème, vous voyez, où le mental est bien ajusté, mais c'est le cerveau qui a un problème. Parce que l'individu a souffert d'un traumatisme, par exemple. Et ce traumatisme a affecté la relation énergétique entre le mental et le cerveau. Ça veut dire que le cerveau a reçu un choc de courant mental qui ne lui est pas approprié et n'arrive pas à faire un retour d'information au mental. Et donc, les deux peuvent être totalement perturbés. Mais ce que je voudrais vous dire en faisant cette première partie, c'est qu'il y a une vraie différence entre l'esprit et le mental. Et que le mental peut souffrir de problèmes mentaux parce que le mental n'arrive pas à s'ajuster à l'esprit. L'esprit n'a absolument aucun problème, mais la relation entre l'esprit et le mental peut être perturbée pour la simple raison que entre les deux, on a besoin de rites identitaires pour accorder les éléments symboliques du mental reconnaissables par l'esprit qui vient s'incarner et incarner son âme à travers les fonctions psychiques. Donc, j'espère que cette première partie pourra vous apporter de l'éclaircissement. Mais si une personne est perturbée dans ses fonctions mentales, c'est normal que son comportement soit perturbé. Et vous en convenez. Si quelqu'un a des comportements aléatoires ou délirants, vous convenez avec moi que ce ne sont que les effets qui proviennent de son déséquilibre mental. Ce déséquilibre mental peut avoir plusieurs causes, mais je ne suis pas là pour identifier tel déséquilibre mental conséquent. Pour parler de schizophrénie, de bipolarité ou de dépression, je ne suis pas là en train de parler de ça. Je suis en train de retourner à la source de comment les choses doivent fonctionner. D'accord? Je vais donner un exemple simple. Dans l'éducation d'un enfant, un enfant peut être traumatisé dans son éducation. D'accord? Un enfant peut avoir assisté à une scène traumatisante parce que ces trois éléments, il ne faut pas les oublier. Il y a la relation entre le cerveau et le mental et l'esprit et le mental et le cerveau. Il y a comme des influx d'informations. Lorsque l'esprit envoie une information au mental, le mental lui répond en disant, j'ai reçu ton information et tout est bon. C'est comme ce qu'on appelle des protocoles d'accord. C'est comme lorsque vous voulez mettre un routeur et vous voulez router les informations, vous ajustez les informations entre le routeur central et les autres routeurs et vous voyez que tout est bien calibré. Donc, les deux s'envoient des signaux. Le routeur principal envoie, l'autre répond et les deux peuvent échanger de l'information. De la même manière, le cerveau envoie de l'information
au mental, tout comme le mental envoie de l'information au cerveau. Et quand le mental envoie son information au cerveau, le cerveau reçoit l'information et répond. C'est dans la réponse que se trouve ce qu'on appelle l'équilibre. Donc les deux disent, oui, on est bien ajusté, tout va bien. D'accord. Maintenant, imaginez que l'esprit envoie une information au mental, mais que le mental répond mal à cause d'ajustements identitaires, ou que le mental envoie les informations au cerveau et le cerveau, par rapport à un traumatisme, renvoie une mauvaise réponse. Vous voyez que les deux ne sont plus bien protocolarisés. Cela peut générer naturellement des troubles au niveau du comportement de l'individu. Mais anyway, au-delà de tout ça, il faut savoir que vous n'êtes pas le cerveau, vous n'êtes pas le mental, vous êtes l'esprit. D'accord? Et quand on réfléchit comme ça, pour finir, si je ne m'arrête pas, je ne vais pas finir, pour finir cette première partie, il y a donc un élément capital qui entre en jeu, un élément que l'on ne doit pas oublier. C'est l'élément même qui est le fondement de la guérison, si entre-temps il y a maladie, de toute personne qui souffre de troubles mentaux. Et je voudrais que vous m'écoutiez très bien, parce que cela peut vous aider énormément. Il n'y a aucune personne sur cette terre, je dis bien, il n'y a aucune personne sur cette terre, et je vais le dire encore une troisième fois, il n'y a aucune personne, là je parle d'être humain, hein, sur cette terre qui n'a pas de problème mental. Il n'y en a pas. Nous tous, nous avons des problèmes mentaux. Oui, je sais que cette déclaration peut vous choquer, mais c'est le point de départ pour toute personne. Nous sommes tous des individus de ce genre. Nous avons tous, chacun à un niveau et à un degré, nous avons des problèmes mentaux. Des fois, vous ne vous en rendez compte que lorsque vous vous retrouvez dans certains états et vous êtes étonné de vous voir en train d'agir d'une manière ou d'une autre. Pourquoi est-ce qu'on parle de colère? Colère, vraiment colère. Pourquoi est-ce qu'on parle de haine? Pourquoi on parle d'un certain nombre d'émotions, de choses qui sont des dépendances? Vous n'arrivez pas à vous en départir. Je dis bien, il n'y a personne sur cette terre qui ne souffre pas de maladie mentale. Il n'y en a pas. Tout le monde en souffre, y compris même les maîtres spirituels, mais chacun l'a maîtrisé à un niveau. Les maîtres n'ont jamais nié qu'ils étaient des malades mentaux. Jamais. Aucun maître ne l'a nié. Parce que même son illumination est proche de la folie. Dans les traditions africaines, les fous ont toujours été très bien considérés. Pourquoi? Parce que le fou, c'est celui dont le mental et le cerveau sont en décalage de l'esprit. Mais il devient également un élément favorable parce que l'esprit peut l'utiliser et l'inspirer à tout moment pour vous dire des choses sensées, prophétiques, prédictives. C'est pourquoi il y a toujours un fou, parce que le fou, l'esprit, son esprit, qui est d'ailleurs le tout, peut s'exprimer à travers lui d'une manière incroyable. Et la sagesse peut sortir de la bouche d'un fou comme ça sort de la bouche d'un enfant. Donc le problème, ce n'est pas qu'on est malade mental, qu'on a un déséquilibre mental. Non, le problème n'est pas là. Puisque nous sommes tous nés du déséquilibre. Le mental est le déséquilibre même de l'esprit. Le mental, là, quand on dit le tout est esprit, l'univers est mental, le mental lui-même est un déséquilibre naturel de l'esprit. Donc, tant que vous avez un mental, vous êtes dans un problème mental. Maintenant, ça varie d'individu à individu, où ça se déclenche de façon, voilà, etc. Donc, votre rôle, c'est de le savoir et de maîtriser votre état, de l'accepter.
et de commencer à maîtriser votre état, à travailler pour maîtriser votre état, en sachant que le mental sera toujours dans un trouble mental. Ça n'arrêtera absolument jamais. Bon, je vais en parler beaucoup plus tard. Donc, j'ai fait donc le point de départ des choses. Tout ce que j'explique aide également le stress, la dépression et tout ça. Parce que quand les gens sont pris au piège de leur propre mental, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils peuvent se suicider parce que le mental peut se tuer tout seul. D'accord? Ça fait partie de ces manières de faire. Je voudrais m'arrêter à ce niveau, dire à tout le monde que, quels que soient les enfants que vous avez, quel que soit qui vous avez, qui est ce type de trouble, voilà donc de façon basique les éléments de base qu'il faut maîtriser pour ne pas faire des erreurs. Donc, en conclusion, est-ce qu'une personne qui souffre de trouble mental est une personne normale? Je sais que la question peut être contre-intuitive, mais la réponse pour moi est sans embâche. Une personne souffrant de trouble mental est une personne parfaitement normale parce que, premièrement, vous n'êtes pas le cerveau, vous n'êtes pas le mental, vous êtes l'esprit. Vous êtes le tout esprit. Et donc, pour le moment, le tout esprit que vous êtes, qui est votre vraie nature normale, n'arrive peut-être pas à s'accorder encore avec ces instruments, comme quelqu'un qui ne sait pas encore jouer de la guitare. Mais ignorer ce fait, c'est ne pas trouver la bonne science médicale qui puisse permettre à l'esprit de résoudre lui-même le problème. Mais comme notre médecine part des faits physiques pour aller vers je ne sais quel inconnu, on se retrouve dans un véritable désastre puisque les gens n'expliquent que les effets, mais ne toucheront jamais la cause. Tout dépend du regard que vous portez sur celui que vous dites être mentalement malade. Le regard que vous devez porter sur sa personne ne doit pas être porté sur son cerveau et les dérives de son cerveau, ni sur le mental et les dérives de son mental, mais cela doit être porté sur la vraie personne, c'est-à-dire l'esprit est la vraie personne. Seulement son âme, dans l'incarnation mentale, peut être perturbée, mais son esprit est parfaitement stable. Ce pourquoi je dis ça, je vous l'expliquerai dans dans la suite des autres épisodes, parce que les gens pensent que lorsqu'on parle à quelqu'un qui est fou ou qui souffre de troubles mentaux, on croit que la personne n'entend pas ou ne comprend pas. Ou on pense que lorsqu'on parle à un enfant bébé, que l'enfant ne comprend pas. Vous voyez donc que je suis en train de faire ce rapprochement pour montrer jusqu'à quel point et le mental et le cerveau peuvent être transcendés par l'esprit. Voilà la vérité. Sous réserve, ce que je viens de dire n'est pas encore lié à des personnalités multiples. On en parlera pour que vous compreniez comment les choses fonctionnent. Moi, ma question pour le moment est à vous adresser. Comment est-ce que vous regardez ceux qui souffrent de troubles mentaux? Quel est le regard que vous portez sur eux? Comment est-ce que vous décidez de les percevoir? Car tout se jouera à ce niveau. Tout sera déterminé par le regard que vous portez sur les gens. Quand vous les regardez, et au-delà du regard, qu'est-ce que vous voyez? Parce que ce que vous voyez va énormément les affecter. Comment est-ce que vous les voyez? C'est ça qui les affecte énormément. Parce que ces personnes sont dans une ébullition spirituelle et mentale. Et la façon dont vous les voyez sera ce qui va aggraver ou régler le problème de trouble mental.
Je pense que c'est là où les gens ont fauté. Ils n'ont pas mis en place un mécanisme qui permette de les voir vraiment. Pas de faire semblant de les voir vraiment. Parce que ce que vous ne savez pas de ces personnes-là, c'est que leur interaction est puissante. Leur interaction avec les autres et l'environnement est puissante. Et donc, quand vous venez parler à quelqu'un qui souffre de troubles mentaux, au fond de vous, vous êtes en train de penser que cette personne est déréglée complètement, mais vous lui parlez en disant, tu es gentil et tout. Vous pensez que cette personne ne le sait pas? Cette personne le sait. C'est pourquoi j'insiste sur la formation de personnes compétentes, capables non seulement de regarder, mais de transcender le regard et de voir. Et quand on regarde une personne qui souffre de débilité mentale, on regarde dans ses yeux, on dit, je te vois. Et quand on dit, je te vois, je ne vois pas ton cerveau, je ne vois pas ton mental, je te vois. Et c'est là la véritable interaction commencera. J'espère vous avoir aidé dans cette première capsule. Les autres pourraient nous apporter plus de précision. Pourquoi pas? Pour tout ce dont les enfants ont des problèmes euh, de déséquilibre mental à n'importe quel niveau. On en a souvent parlé, mais ceci vous permettra d'approcher le principe premier de ce que c'est que ce type de soi-disant dysfonctionnement mental, mais qui n'a rien à voir avec l'esprit. Je vous remercie, je vous dis paix et bénédiction à vous. Je voudrais profiter de l'occasion pour annoncer à toutes les personnes que nous allons faire la formation sur la cérémonie de sortie de l'enfant. La cérémonie de sortie de l'enfant fait partie également des éléments de déséquilibre dans la durée qui finissent par affecter les descendants. Donc, il faut forcément faire la cérémonie de sortie de l'enfant pour harmoniser ce que j'appellerais les énergies, les mémoires ancestrales des deux lignées de sang. C'est obligatoire. Autrement, vous aurez des mémoires qui vont se conflictualiser dans les mentales que l'enfant a et l'enfant sera perturbé. Car quand vous avez un parent dont le mental est déséquilibré et une maman dont le mental est déséquilibré et l'enfant est obligé d'avoir leur fusion mentale, vous imaginez ce que l'enfant doit subir. Un enfant est un équilibre de ses parents. Mais est-ce que vous équilibrez vos enfants? Voilà la question. Donc, la cérémonie de sortie de l'enfant est très importante. Il n'y a pas un âge pour faire la cérémonie de sortie de l'enfant. Si on vous a raté votre cérémonie de sortie, vous pouvez donc la refaire à n'importe quel âge. Donc, je viens vous annoncer que je vais faire, pour les personnes qui le souhaitent, la formation sur la cérémonie de sortie de l'enfant en format réduit, de telle sorte que même à l'étranger, vous pouvez faire cette cérémonie de sortie, aussi bien pour les enfants qui sont nés des mêmes peuples que des sangs mêlés, vous pourrez les faire vous-même. Vous voulez savoir comment ça va se passer? C'est très simple. Est-ce que vous êtes dans la formation intitulée Le Code Atum? Alors, si vous n'êtes pas dans la formation intitulée Le Code Atum, je vous demanderai de bien vouloir souscrire à la formation Le Code Atum, parce que c'est dans la formation Le Code Atum que nous allons faire la cérémonie de sortie de l'enfant. Je voudrais également demander à toutes les personnes qui souhaiteraient participer à la formation Le Code Atum et donc à la cérémonie de sortie de l'enfant de le faire rapidement parce que nous pourrions, dans les semaines à venir, changer le montant des inscriptions de la formation Le Code Atum. Donc, vous avez intérêt à commencer tout de suite. Donc, disais-je, dans cette formation, Le Code Atum, nous allons faire des visioconférences pour vous montrer en direct comment est-ce que vous pouvez opérer en format réduit une cérémonie de sortie d'un enfant. Comment on se prépare avant la cérémonie, ce qu'on fait pendant la cérémonie de sortie et ce qu'on fait après. Ceci pour équilibrer les mentales. Et quand je parle de mental, vous savez maintenant de quoi je parle. Et d'ailleurs, on en parlera dans la formation intitulée Le Code Atom. Seul le Code Atom peut faire donc cela pour vous.
Je vous remercie et je remercie le jeune homme qui a inspiré cette thématique, comme beaucoup d'autres qui inspirent d'ailleurs les thématiques. Je vais continuer la deuxième partie de cet échange et il y aura forcément une troisième partie qui concernera la guérison et j'espère que chacun d'entre vous pourra en tirer profit. Paix et bénédiction à chacun d'entre vous. Au nom des membres ancestrales fertiles et virils, je vous laisse mon numéro de téléphone qui est mon WhatsApp, plus 228 99 99 93 93, plus 228 99 99 93 93. Paix. Au